Alors maintenant, une question pour ce dernier débat. Y a-t-il une vie hors de l'hôpital? On l'a entendu depuis le début de cette édition, et parce que nous sommes à Montpellier, il y a une très belle collaboration entre l'hôpital et les cliniques privées. Mais on voulait aussi poser la question donc, du rôle et de la place du médecin généraliste. Les médecins généralistes ont souvent été en première ligne depuis le début de cette pandémie. Ce sont eux qui ont accueilli de nombreux patients qui présentaient des signes de Covid-19. Donc c'est cette question que nous avons choisi de mettre en débat. Et nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Monsieur Jean-Marc Gaffard, qui est directeur territorial de Languedoc Mutualité et Ovie Réalisation Mutualiste et l'Union Mutualiste de la Catalane du groupe Aesio Santé. Le docteur Michel Amouyal, médecin généraliste, professeur des universités, directeur donc, du département universitaire de médecine générale à l'UFR de Montpellier-Nîmes. Madame Élodie Bramandon, donc, qui est chargée de mission au sein d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques. Asseyez-vous, je vous en prie. Et donc, pour animer ce débat, nous avons également le grand plaisir d'accueillir Olivier Biscaille, qui est directeur de la rédaction du Midi Libre. Donc, Olivier, cette spécificité montpelliéraine d'une belle coopération hôpital-clinique, est-ce qu'elle va s'étendre en dehors des établissements ? Merci beaucoup Hélène, mesdames, messieurs, bienvenue à cette table ronde, la dernière de la série lancée hier ici à Montpellier dans le cadre de Futurapolis. Alors vous l'avez dit, y a-t-il une vie hors de l'hôpital? C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette rencontre, et je voudrais qu'on démarre par vous, Michel Amouyal, avec peut-être une première question. Qu'est-ce qu'a révélé pour vous le Covid depuis le mois de mars en termes de santé? Vous qui êtes, on le rappelle, médecin généraliste à Vergès, vous êtes professeur des universités, qu'est-ce que ça a traduit chez vous, cette crise du Covid? Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à cette dernière table ronde. Alors, le Covid, en fait, a été un très grand révélateur de l'essoufflement de notre système de santé, avec un système de santé, on va dire, très axé sur un hospitalocentrisme, et avec la deuxième jambe du système de santé. Pour marcher, il faut deux jambes. Et donc, le système de santé, il a une obligation d'avoir une jambe hospitalo et forte, d'excellence, et une obligation aussi d'avoir une deuxième jambe avec la médecine de ville, la médecine ambulatoire et les soins premiers notamment, qui ne sont pas que les médecins généralistes. Et il faut un équilibre entre les deux, parce qu'il y a effectivement une vie en dehors de l'hôpital. Et cet équilibre a été, diriez-vous, rompu pendant cette crise? Non, au contraire. Au contraire, l'essoufflement du système de santé était patent, aussi bien sur la jambe hospitalière que sur la jambe ambulatoire. Et grâce, on va dire, aux synergies qui ont pu se mettre en place, finalement, le Covid aussi, ça a été un révélateur, donc je parle de la première période, ça a été un révélateur des blocages administratifs partout, aussi bien en ambulatoire que dans les centres hospitaliers. Et finalement, les individus ont une capacité à passer dans ces moments-là au-dessus des blocages administratifs, puisque les blocages ont sauté. Et il y a eu une vraie synergie entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, une vraie synergie, donc c'est un effet à saluer dans vos propos. Est-ce que cependant, on l'a lu ici ou là, vous avez eu le sentiment que les médecins avaient été quelque peu ignorés, malgré tout, dans l'organisation sur le territoire des soins et peut-être les réponses à apporter à cette vague dès le mois de mars? Oui, à votre réponse, la réponse à votre question, la réponse c'est oui. Alors l'ignorance, elle est inhérente à l'histoire, c'est-à-dire que effectivement, la médecine ambulatoire a été complètement ignorée. D'ailleurs, on n'en a pas entendu parler lors de la première vague. Et pourtant, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, enfin tous les professionnels des soins primaires ou des soins premiers se sont organisés très vite, sans aucune directive des instances, des autorités de santé, à créer des centres Covid pour pouvoir accueillir les patients en ambulatoire et protéger l'hôpital. C'est-à-dire permettre à l'hôpital d'effectuer son travail, c'est-à-dire prendre en charge les patients, et quand je parle de l'hôpital, c'est l'hôpital public et l'hôpital privé, d'effectuer son travail pour justement accueillir les patients avec des pathologies plus importantes et ne pas encombrer avec des gens qui peuvent être tout à fait pris en charge en ambulatoire, en ville, à condition que les moyens soient donnés aux soins premiers, aux soins primaires, pour pouvoir organiser cette prise en charge. Ça a été fait lors de la première
phase, directement par des gens qui étaient volontaires, qui ont travaillé en s'organisant en lien avec l'hôpital. Vous parlez d'outils, de moyens. Ont-ils existé pendant cette première vague et de quoi avez-vous manqué réellement? Alors, premièrement, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on ait... Pour répondre à votre question, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une globalité dont il faut tenir compte. En fait, on voit bien, et on en parle encore aujourd'hui, avec finalement la capacité des gens qui étaient invités sur les plateaux télé à donner une vérité. Il n'y avait pas de vérité. Et c'est difficile puisque chacun a la vérité de l'endroit où il voit, où il vit, où il exerce. Or, ce qui a manqué principalement, c'est un observatoire des soins premiers, c'est-à-dire des données, une capacité de reprendre les données en soins premiers pour pouvoir en tirer des conclusions. On a tiré des conclusions sur des chiffres qui n'étaient issus que de l'hôpital. Ouais. Et donc, on s'est trompé sur les chiffres. Mais ça veut dire donc que vous n'avez pas été suffisamment écouté? Parce que on a beaucoup de nos journalistes étaient sur le terrain à Midi Libre, et c'est souvent ce qui nous remontait du terrain, des médecins qui se disaient désemparés parce que les messages ne passaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de message vers la médecine, vers les soins premiers. Donc, premièrement, pas de message des autorités, c'est ce que je vous ai dit. Oui. Deuxièmement, il n'y a pas d'organisation des soins premiers en tant que tel. Donc, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens qui étaient organisés en pluriprofessionnels ont réussi à répondre à la demande. Et c'est justement là-dessus qu'il faut insister, c'est qu'à partir du moment où on est organisé, où on donne les moyens aux soins premiers de s'organiser, à ce moment-là, il y a une réponse qui est possible, même sans message des autorités. Et des réponses, donc, puisque la question, c'est les centres Covid, ils ont existé en dehors de l'hôpital. Ils ont fait des tests, ils ont pris en charge des patients, plus ou moins, et l'ARS, puisque c'est l'autorité, l'Agence régionale de santé, a été présente, mais a été présente derrière, elle n'était pas devant. Jean-Marc Gaffard, vous-même, vous défendez à la fois la synergie, la mutualisation et la bonne collaboration que vous avez observée pendant cette première période du Covid. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais préciser quand même qu'il n'y avait pas que des interlocuteurs, parce qu'on a un peu on se focalise un peu sur le public et le privé. Il y a un troisième interlocuteur qui est le privé non lucratif. Et on a été présent et on a répondu dans des filières très, très variées, parce qu'on est aussi bien sur la filière sanitaire au travers de nos différentes cliniques, la clinique de Saint-Étienne, la clinique de Mutualis Catalana à Perpignan, celle de Beau-Soleil à Montpellier. Mais derrière, on a aussi des filières médico-sociales où on est intervenu sur les EHPAD, sur les centres pour personnes handicapées. On a la filière biens et services. C'était un tout, et ça nous a permis de mettre une synergie dans toutes nos actions. Et il y a un dernier point qui a été très important pour nous, pour faciliter cette organisation, c'est notre pôle innovation-recherche. Voilà, je pourrais vous en dire 2 mots, notamment sur la télémédecine. Allez-y, je vous en prie, parce que ça a été en effet un des outils très remarqués pendant la période. Voilà, donc il a fallu se réorganiser. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris, mais je savais que je pouvais compter sur eux. C'est la réactivité des personnels, qu'ils soient des personnels médicaux, soignants, les paramédicaux. En très peu de temps, il a fallu s'organiser sur quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Donc ça a été une prise de conscience. Chacun a participé aux réunions de travail, et en 48 heures, on a mis un circuit pour prendre en charge des patients Covid. Ça, c'était à l'établissement. Les EHPAD, avec les moyens que l'on avait, on s'est tous mobilisés pour structurer une prise en charge. Et après, on a essayé de réfléchir, et on avait un temps d'avance parce que c'était quelque chose qu'on avait commencé à travailler concernant la télémédecine. Voilà, donc c'était quelque chose sur notre pôle innovation-recherche. On était déjà en avance là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on voulait absolument mettre en œuvre et développer. Et on a pu facilement le mettre en œuvre au travers de nos centres de santé, qui nous ont permis de maintenir un lien avec des prises en charge médicales, mais aussi au sein de nos cliniques, de nos SSR, et même au sein de certains services. Par exemple, des services qui étaient contaminés, où il y avait du Covid. Pour limiter le risque, il y avait des spécialistes qui pouvaient intervenir au travers de la télémédecine. Voilà, donc je pense que ça a été aussi
un moyen d'accélérer un nouveau mode de prise en charge. En tout cas, ça a été essentiel qu'on l'ait. Est-ce que vous entendez les messages de Michel Amouyal et de la communauté médicale, des médecins généralistes qui considèrent qu'on n'a pas forcément tenu toujours compte de ce qui remontait du terrain? Est-ce que ça, c'est, même en saluant la synergie, la mutualisation, on peut tirer quand même des leçons d'une première vague du Covid en termes de territorialisation de la santé? Bien sûr, bien sûr. Et donc ce qu'ont connu les généralistes, nous on le connaît au travers de nos centres de santé, parce qu'on a aussi des généralistes ou des spécialistes qui interviennent dans des consultations. Voilà, donc nous on a essayé de faire avec les forces qu'on avait, ce qu'on connaissait, pour essayer de se structurer, mais je comprends la remarque du docteur, c'est bien évidemment. De votre côté, Élodie Brun-Mandon, on le disait, hein, vous êtes déléguée à la prévention santé et la lutte contre les addictions au sein de l'équipe de Mickaël Delafosse. Et quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez, je suis aussi une militante de la santé. C'est ainsi du reste que vous vous présentez, parce que les sujets dont on va parler lors de cette table ronde, c'est des sujets évidemment que vous connaissez bien, qui vous préoccupent et sur lesquels vous travaillez en ce moment à Montpellier. Complètement. Je crois que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'une réunion d'experts de médecine pour mettre au point, enfin pour lancer le comité qui va réfléchir à un contrat local de santé. Parce qu'aussi invraisemblable que cela puisse paraître, nous n'avons pas à l'heure actuelle de contrat local de santé. Et c'est pour ça, c'est une vraie volonté de la part de Mickaël Delafosse de mettre au point ce contrat local de santé qui va permettre, de tout ce que j'entends là, de se coordonner et d'être vraiment efficient. Puisque aujourd'hui, on voit, et j'entends pleinement ce que vous dites, et bien sûr que ça a dû être très compliqué pour vous, comme l'intégralité des soignants, mais la médecine de ville, c'est la première porte d'entrée vers l'accès aux soins. Donc comment on fait, nous aussi, pour mettre une vraie politique publique au service de cette santé publique? Donc devenons efficients ensemble, écoutons, coordonnons nos actions, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je pense à des centres de santé, même si on a un peu évoqué le coût faramineux de ces mesures, mais il y a des centres pluridisciplinaires qui sont aussi hyper importants sur nos territoires, et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, où on sait qu'il y a un désert médical à combler. Et ça, on va s'y attacher pendant 6 ans. Alors l'idée, c'est de coordonner l'accès aux soins, c'est cela, ici à Montpellier concrètement? Complètement. Coordonner l'accès aux soins et le rendre justement aussi accessible et pas simplement en centre-ville. Encore une fois, hier j'en parlais avec l'adjointe au quartier Cévennes, où c'est extrêmement compliqué d'aller rencontrer un médecin. Et on en parlait aussi avec le docteur Amouyal, il y a 2500 médecins sur l'Occitanie qui vont partir à la retraite et qui vont ne pas être remplacés tout de suite. Comment on fait pour garantir l'accès aux soins pour tous et faciliter ça? Je crois que c'est à la politique de la ville de se saisir complètement de ces enjeux-là. On a plusieurs options, donc le contrat local de santé va être vraiment mis en place dans ce sens-là. Et puis il y a le côté innovation, avec la Med-Vallée. Comment on peut, sur un territoire donné, un petit peu comme à la Sophia Antipolis, être moteur et donner aussi envie à des personnes innovantes de s'installer sur nos territoires et donc de faire grandir l'accès aux soins pour tous au sein de notre ville. Et dans cette organisation que vous appelez de vos voeux, j'imagine que les avis des médecins, et il va nous le donner tout à l'heure, sont primordiaux. Complètement. Et vous comptez donc les impliquer? Mais d'ailleurs, ils sont impliqués. Quand on convoque à la mairie, avec l'adjoint à la santé, un comité technique qui va se réunir pour monter son contrat local de santé, c'est pour dire que ce n'est pas à nous, élus, de décider seuls dans notre coin, ce n'est pas nous qui avons le diagnostic de territoire. C'est bien sûr les médecins, c'est bien sûr les associations qui accompagnent les patients, c'est pourquoi pas les patients experts aussi eux-mêmes, et tout ça au sein aussi des territoires directement attachés avec les maisons pour tous, avec les associations de quartier. Donc c'est une pensée globale pour devenir efficient et se coordonner, mutualiser nos forces. Michel Amouyal, une pensée globale pour devenir efficient, vous l'entendez avec beaucoup d'intérêt, j'imagine? Plus qu'avec beaucoup d'intérêt, puisque c'est la fonction du médecin généraliste et des soins premiers, justement de prendre en charge les personnes dans leur globalité, dans leur environnement. C'est-à-dire, effectivement, là où les gens vivent. Et j'entendais les deux choses, que ce soit la téléconsultation et le côté, j'allais dire, activisme des politiques territoriales, c'est indispensable. C'est-à-dire que, bien évidemment, on n'est pas dans un problème démographique qui serait que démographique. On est dans un problème d'organisation et d'inventer le système de santé
de l'avenir. Aujourd'hui, on a un système de santé qui est vieux. C'est-à-dire que c'est un système de santé issu des ordonnances de De Gaulle en 1946, avec la sécurité sociale, super réforme indispensable et auquel on tient. En même temps, derrière, en 1958, réforme des CHU. Et là, on a une excellence au niveau des CHU. C'était une excellente réforme pour pouvoir enseigner et apprendre aux futurs médecins au lit du malade. Sauf qu'en 1958, on a oublié tous les soins premiers, que ce soit les infirmiers ou les médecins généralistes. Et il a fallu attendre 2004 pour que la médecine générale redevienne universitaire, ou devienne universitaire, et 2018 pour que la formation des infirmières soit universitaire. Or, dans un pays où la formation d'excellence se fait à l'université, ça en dit long sur les conséquences qu'on a aujourd'hui pour rattraper ce retard. Donc une prise de conscience tardive, vous le dites, de 2004, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les gouvernants ont pris conscience des difficultés dont vous parlez là à l'instant ? Oui, très clairement, les lois qui sont en train d'arriver, notamment avec Ma Santé 2022, c'est quelque chose, c'est la première fois, avec la loi HPST en 2016, si mes souvenirs sont bons, mais peut-être je me trompe sur la date, et avec la loi Ma Santé 2022, mais derrière, si vous voulez, c'est l'esprit de la loi qui est vachement bien. Il n'y a pas de problème, on est tout à fait d'accord, ça avec des équipes de soins premiers, avec tout ça. Derrière, il va falloir qu'il y ait, au-delà de l'esprit, réellement des actions pour que ça marche. Je prends un exemple. Allez-y, je vous en prie. Je prends un exemple. On a transformé, donc 2018, il y a 2 ans, transformation du Code de la santé pour pouvoir former des pratiques avancées, pour pouvoir former des professionnels en pratiques avancées. Les premiers qu'on va former, ce sont des infirmières en pratiques avancées. Mais dans la loi, il y a déjà la prévision d'en former d'autres. Sauf que, donc, on a les premières promotions d'infirmières de pratiques avancées qui sont sorties, puisque c'est une formation en 2 ans. Et derrière, les conditions d'exercice pour ces personnes ne sont pas au rendez-vous. Ça veut dire qu'elles ne vont pas forcément faire ce pour quoi on les a formées. Pour compléter votre réponse, et puis je passerai la parole à Jean-Marc Gaffard, alors on parle beaucoup peut-être de médecine urbaine, mais j'oublie pas que vous êtes médecin généraliste à Vergès, dans le Gard. C'est une petite commune du Gard. Comment on appréhende le sujet de la médecine également dans le cadre du Covid ? Est-ce que ça a été un peu différent ? Est-ce que ça a été identique ? Alors, quel que soit l'endroit où on est, de toute façon, c'était problématique. Forcément, avec des différences selon la région. Moi, j'ai eu la chance, il y a 1 an, de monter une maison de santé pluriprofessionnelle. Et le fait d'être en équipe, ça nous a aidés, justement, pour pouvoir répondre, grâce à l'appui de la municipalité, justement, avec qui on s'est parfaitement entendu, avec qui il y a eu des liens et pour lesquels on avait déjà des locaux qui étaient fournis pour pouvoir mettre un centre Covid en route. Jean-Marc Gaffard, on le voit bien, vous êtes directeur territorial du groupe Aegio Santé, directeur territorial, on voit bien que la territorialisation, le travail en commun, ça va être la ligne à prendre pour avancer autour de la santé demain. Tout à fait, c'est aussi le but de la démarche de la mutualité, de faire un maillage du territoire, de s'appuyer aussi sur l'ensemble de ces services. Nous, on va de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées au travers des EHPAD, avec cette multitude de services dont je vous ai dit. Et c'est une synergie qu'il faut qu'on arrive à structurer. On l'a déjà, mais je pense qu'on peut vraiment apporter dans notre approche de prise en charge du patient quelque chose de mutualisé qu'on va continuer de mettre en avant. Est-ce que ça veut dire aussi que dans les années à venir, ou en tout cas la crise a peut-être révélé ces derniers mois, l'hôpital ne sera plus en capacité complètement d'absorber l'ensemble des malades, des patients, des crises Est-ce que ça a révélé cela aussi ? L'hôpital ne pouvait pas tout gérer quand même. L'hôpital ne pouvait pas tout gérer, mais sur des exemples que l'on a, je trouve que ça a été bien structuré. Il y a eu un partage qui a été fait en bonne intelligence. On ne s'est plus posé la question de savoir s'il y avait le public, le privé non lucratif. On s'est tous mis pas autour de la table parce qu'on ne pouvait pas, mais en tout cas, on a bien avancé, on a bien travaillé. Et il y a des exemples, je voudrais un peu être concret, mais oui, allez-y. Nous, ce qu'on a fait, étant donné qu'on avait un service Covid, mais on n'avait plus d'activité au bloc opératoire, on nous avait demandé des programmations, on prenait que les urgences ou les pertes de chance. On a ouvert nos blocs opératoires au CHU de Montpellier et il y a eu des collaborations chirurgicales qui ont été faites où des chirurgiens du CHU sont venus opérer des patients qui le nécessitaient
Et moi, j'ai vu cette solidarité où le poste opératoire a été assuré par nos équipes et on ne s'est pas posé des questions. On a vraiment avancé. Donc c'était très positif. J'ai un autre exemple sur Perpignan. Perpignan, on a désarmé nos blocs opératoires, nos respirateurs pour pouvoir les prêter à l'hôpital qui a nécessité. Je sais que mes collègues du privé lucratif l'ont fait aussi. Voilà, c'était cette mobilisation qui a fait qu'on s'est tous serré les coudes pour pouvoir répondre à cette crise qu'on découvrait, qu'on ne maîtrisait pas, on ne savait pas où on allait. Mais en tout cas, il y a eu un élan de solidarité qu'il faut quand même noter. Il faut quand même dire que pendant la crise, on a vu des professionnels de santé secouer les gouvernements, les ministres et les élus pour leur expliquer qu'ils savaient peut-être mieux que quiconque ce qu'il fallait réellement faire. On se souvient de ça, de médecins, et pas seulement sur des plateaux télé, expliquer que les solutions étaient là, il suffisait seulement de les laisser faire. Mais je ne peux que Élodie abonder Bramando. dans votre sens. Effectivement, d'où l'intérêt, encore une fois, excusez-moi de revenir à notre méthodologie qui me semble est plutôt correcte, d'interroger les experts, d'interroger ceux qui savent, ceux qui ont la connaissance du territoire en matière de santé ou alors de la pauvreté dans l'accès aux soins. Faire ça dans notre coin, ça n'a aucun rapport. Donc j'entends en tout cas un mot qui doit nous interpeller. D'ailleurs, dans votre journal aujourd'hui, le professeur Kadbila oui. l'employait beaucoup sur la solidarité qu'il y a eu entre soignants et la solidarité à laquelle nous devons nous attacher entre soignants, mais aussi nous, dans les politiques publiques. Ouais. Être solidaires aussi de l'installation de ces maisons pluridisciplinaires, se donner les moyens de faire dans la solidarité. Mais effectivement, moi quand je vous dis que je suis militante de la santé, je ne suis pas médecin, je milite pour l'accès aux soins universel et gratuit pour tous. Michel Amouyel, sur peut-être des propos que tenait Jean-Marc Gaffard. Moi, je suis effectivement, comment on va dire, je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir pu mettre en place une synergie entre des gens qui, pendant un certain temps, ne se parlaient même pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et donc, ça veut dire. Mais là, on est sur une synergie entre hospitaliers. Et quand je dis hospitalier, j'ai aucun préjugé péjoratif. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment d'une médecine d'excellence. Mais la médecine d'excellence seule, elle ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire, alors si vous me permettez deux minutes, allez-y, je vous en prie. Je vais vous parler du carré Dwight. Le carré Dwight, c'est quelque chose qu'on enseigne aux étudiants aujourd'hui et qui donne une identité à la médecine de premier niveau. Le carré Dwight, je vais le faire rapidement, c'est sur 1000 personnes qui ressentent un problème de santé sur un mois, vous en avez 750 qui se débrouillent tout seuls. Ça veut dire qu'ils ne consultent pas. Et vous en avez 250 qui consultent en premier niveau. D'accord ? Donc ça veut dire que déjà, il faut rester humble et on a du travail à faire sur la prévention. Deuxièmement, sur ces 250, vous en avez 11 qui vont aux urgences et vous en avez 9 qui vont consulter une deuxième fois un médecin spécialiste. Et vous en avez, pour aller, 7 qui vont dans des hôpitaux ou des cliniques généraux. Et un seul qui va au CHU. Le problème, c'est que la formation, elle est faite au CHU. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les 999 autres patients, la formation, elle n'est pas adaptée, la formation initiale. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire une formation initiale au plus près des malades, au pied, comme la réforme de 1958, il nous faut une réforme pour les soins ambulatoires aujourd'hui, pour permettre une formation au plus proche des patients, là où ils ont besoin, là où ils vivent et là où ils présentent des problèmes de santé. Et on pourrait répondre à ce moment-là beaucoup plus facilement à une crise qui était imprévisible, complètement imprévisible, donc c'est la faute de personne. Mais effectivement, par rapport à votre question, est-ce que l'hôpital était prêt ? Non, l'hôpital n'était pas prêt. Il a fait face. Le système de santé a fait face parce que des individus ont réagi, des professeurs, des chefs de service ont poussé des brancards pour pouvoir travailler. Il n'y avait plus de hiérarchie. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les verrous administratifs, qui sont quand même des choses importantes dans notre pays, ont sauté. Et c'est ça qui a permis, en partie, cette synergie. Et grâce à cette synergie, ça a pu fonctionner. Mais là, on rentre dans une deuxième phase. Est-ce que la synergie, elle va être encore au rendez-vous ? Alors, c'est une question que je voulais vous poser, mais avant, peut-être sur cette formation dont vous appelez vos voeux, elle est dans les tuyaux, elle avance, comment vous y travaillez ? Alors, où en est-on ? Moi, j'ai une autre casquette que celle de médecin généraliste, et donc Absolument. je suis effectivement directeur d'un département de médecine générale. Les départements de médecine générale, c'est un certain nombre de militants de la médecine générale ont travaillé pour qu'ils existent. Je vous ai dit 58-2004. Absolument. On était présents avant 2004. Ici, à Montpellier, on a la chance d'avoir une université qui nous a bien accueillis.
qui, au début, dans les années 90, il n'y avait pas de département de médecine générale, était classée quasiment avant-dernière, je parle de l'université de Montpellier, avant-dernière des facultés de médecine de France, au niveau de la médecine générale. Hein. Et maintenant, on est un des départements où les médecins, les futurs médecins, que les futurs médecins choisissent en premier, après le CN, après l'examen classant national. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui a été fourni, qui a été fait, et grâce aux différents doyens qui se sont succédés depuis les années 90. Jean-Marc Gaffard, en effet, on a beaucoup parlé de la première vague, et c'est normal parce que c'est celle qui a été probablement la plus forte dans l'esprit, dans le cœur des Français. On a aussi évoqué l'idée que le monde allait changer après cette première vague. Rappelons-nous, confinement, Covid, la société, le monde allait changer. Est-ce qu'on est revenu à nos habitudes, c'est-à-dire que chacun se regarde en chien de faïence, je caricature exprès, ou est-ce que clairement la synergie saluée en première vague se poursuit, s'est enrichi, et ça a apporté peut-être des réorientations dans les manières de fonctionner? Non, je pense que l'échange qu'il y avait eu entre les différents établissements continue, notamment sur cette deuxième vague. Il y a bien une deuxième vague. On l'appréhende énormément pour différentes raisons, c'est-à-dire que le mode de prise en charge est différent. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas à juger, mais aujourd'hui, on demande de nous positionner différemment en constituant des secteurs de prise en charge Covid dans les établissements et en maintenant toujours une activité opératoire. Donc ça rend la tâche plus compliquée, certainement nécessaire. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je laisserai les experts en juger. Mais sur le terrain, ça va être plus compliqué. On a des équipes qui sont fatiguées. Ça, il faut bien en avoir conscience parce que la première vague, il y a eu un élan, mais derrière, il y a la deuxième qui arrive. Et aujourd'hui, on constate un taux d'absentéisme qui est fort, des arrêts maladie qui sont importants. Et je crois qu'il faut bien prendre conscience de ça. Mais ce problème-là, il est très général. On ne le retrouve pas que sur nos établissements, que nos cliniques. On a nos EHPAD, on a nos services à domicile aussi, parce qu'on les oublie, qui ont fait un travail remarquable, les aides à domicile, les services de soins infirmiers à domicile. Ça a été très important, indispensable pour aussi maintenir à domicile des patients, et les efforts, ils ont été faits. Donc nous, au travers de ce panel que l'on a d'activités, on voit aujourd'hui que la deuxième vague, il va falloir la travailler. On est en cellule de crise quasi tous les jours pour essayer de voir comment on peut au mieux appréhender cette vague qui arrive. Pardon de l'expression, mais une des vertus de la crise, c'est qu'on a découvert ou redécouvert, mais plutôt découvert, en effet, des métiers de la santé. Vous parlez de l'aide à domicile. Les EHPAD, bien sûr, nous en parlions, mais pas autant. Et pas autant dans parfois la détresse, la souffrance, et puis la mobilisation remarquable des personnels. Enfin, en tout cas, on a montré à la France entière que ces équipes-là étaient totalement mobilisées. C'est un des éléments de la crise, quand même. Oui, complètement. Je crois que c'était quelque chose qui a révélé. C'était un travail qui était fait, mais on le valorisait pas à sa juste valeur. Et là, aujourd'hui, je crois qu'il faut être attentif parce que ces métiers-là sont indispensables, que c'est des filières où on a du mal à recruter parce qu'il va falloir qu'on arrive à valoriser ces personnes. Les aides à domicile, les métiers d'infirmier, d'aide-soignant, je ne vais pas tous les passer, mais on a du mal à recruter aujourd'hui. Donc il faut se poser les bonnes questions pour demain. Juste pour rebondir, effectivement, je suis entièrement d'accord sur vous pour la valorisation et pour la noblesse des professions de médecine. Et je crois qu'une assistante de soins à domicile est tout aussi importante que n'importe quel soignant. Et la valorisation, au-delà de, comme on l'a vu aussi, la colère de la médaille en chocolat, comment on valorise au sein de nos territoires et qu'on donne la noblesse à tous ces corps de métier, comme sur le premier recours. Les pharmaciens ont continué à être ouverts, à continuer à donner des conseils au sein de leur officine. Tout ça a été assez, je trouve, noyé dans ces peu d'applaudissements que nous étions quelques-uns à faire à 20h. Je crois qu'il faut aller au-delà de ça et cette valorisation, elle doit être faite au quotidien, surtout de façon transversale, sur tous les métiers des soignants. Mais la valorisation, elle passe
par quels moyens pour vous? Ce sont des revalorisations financières, ce sont des accompagnements, des soutiens, des ouvertures de services, des formations? Là aussi, c'était très bien expliqué aujourd'hui dans votre journal par le professeur Kabila. Bien sûr qu'il y a peut-être une valorisation salariale, mais pas que. L'importance de dire que notre système de soins a pu être peu soutenu par des moyens justes en termes de comment on fournit le matériel adéquat pour simplement bien exercer son métier. Tout simplement ça. Et c'est des consultations, en tout cas, moi je suis pour, c'est notre méthodologie, j'en reviens toujours au même, mais de la consultation, de la coordination, et c'est là où on devient efficient. Donc, si on veut prendre des petites mesurettes à se dire, ben tiens, voilà, moi politique, je décide ça parce que je pense que c'est bien. Si on consulte et on a des consultations communes et d'avoir vraiment l'envie de comment on améliore les conditions de travail, si ça doit passer par des conditions salariales, ça passe pas des conditions salariales, mais aussi de l'écoute, en tout cas, et de la valorisation. De l'écoute et de la valorisation, c'est aussi ce que vous pensez, Michel Amouyal? Oui, bien sûr, pour Ouais. tout le monde. Ouais. Tout le monde. En fait, la vraie question, c'est comment le prérequis qu'on a sur le regard qu'on a par rapport aux implications. On a un système, et ce n'est pas que pour la santé, mais pour la santé principalement, qui est en tuyau d'orgue, c'est-à-dire en fait qui est hermétique. Et pour le médico-social, ça fait partie aussi du problème. Or, quand on travaille avec une approche qu'on appelle une approche centrée patient, c'est-à-dire une approche centrée personne, bien évidemment, il y a du monde autour de cette personne. Mais ce monde-là ne se parle pas parce que le système n'est pas construit pour qu'il se parle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut inventer, c'est réellement comment des gens du médico-social, par exemple, et j'englobe tout le monde avec les assistants à domicile, comment ces gens-là vont pouvoir travailler en synergie, là aussi, en inventant, finalement. Peut-être qu'il y a des métiers qu'il faut inventer, peut-être que la valorisation, elle passe effectivement par une valorisation financière. En France, les infirmiers sont ceux qui gagnent le moins en Europe, les médecins généralistes sont ceux qui gagnent le moins en Europe, alors qu'on a quand même des dépenses de santé importantes. Pour le médico-social, au niveau des niveaux de salaire, c'est encore plus bas, c'est-à-dire que c'est encore plus honteux finalement, puisqu'on confie des personnes qui ne peuvent plus être en autonomie à des gens à qui on ne donne pas les moyens de faire leur travail correctement. C'est-à-dire qu'on leur bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a des cloisons qu'il faut faire sauter. Il y a des niveaux de responsabilité qu'il faut accepter de donner, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que d'autres acceptent de perdre un petit peu ou de baisser un petit peu les exigences sur les responsabilités. Et qu'on arrive finalement à avoir des parcours de santé, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, pour les patients, facilités, que ce soit dans l'hospitalisation privée ou publique, enfin privée à but non lucratif et l'hospitalisation publique, que ce soit en ambulatoire, que ce soit avec le médico-social. C'est-à-dire que là, les gens sont obligés d'aller d'un système à l'autre. Et ce serait quand même plus intéressant que tout le monde travaille ensemble, que tout le monde travaille avec une vision de la personne à prendre en charge. Et à ce moment-là, on peut offrir des choses de qualité parce qu'il y a de l'argent. Mais est-ce que la puissance publique en est capable d'organiser cette concertation? Vous saluiez tout à l'heure, alors je dis puissance publique, bien sûr, les élus locaux, des collectivités, c'est extrêmement important, on le sait. Mais avant les collectivités qui ont parfois plus de bon sens que nos gouvernements, il y a quand même cette réalité-là. C'est-à-dire que même si vous saluiez des lois depuis 2004, 2016 et le plan 2022, quand même tout de même une prise de conscience qui fut bien tardive sur les réalités. Oui, mais parce qu'on est sur un modèle, si vous voulez, sur un modèle hospitalo-centré. Et même dans nos esprits, à tous. Moi, je suis universitaire. Et quand je me présente comme universitaire de médecine générale, on me demande toujours dans quel hôpital je travaille. Ça veut dire quoi? Alors que je suis médecin généraliste. Et je ne suis pas à l'hôpital. Je suis à l'université, mais je ne suis pas à l'hôpital. Donc ça veut dire que dans nos esprits, on n'a pas encore franchi cette capacité à voir justement la suite. Aujourd'hui, ce qu'on fait, vous me parlez des politiques, c'est qu'on essaye d'arranger. Moi, je n'aimerais pas être politique et en responsabilité aujourd'hui, mais on essaye d'arranger à la marge un système qui est à bout de souffle. Il faut inventer un autre système. Ça veut dire qu'il faut donner les moyens aux gens qui sont sur place,
de faire leur travail dans de bonnes conditions ensemble. Oui, parce que Jean-Marc Gaffard le disait, l'après-première vague, ce sont des arrêts maladie, de l'épuisement, de l'essoufflement, et ça peut traduire un éclatement de tout le système, Élodie Bremando. Mais complètement, l'épuisement professionnel, on le voit, on ne donne pas les moyens de faire. Moi, j'entends très bien, et je suis entièrement d'accord avec vous, docteur, sur le fait de coordonner, de parler et d'inventer, d'innover dans la médecine de demain, l'accès aux soins de demain pour préserver les équipes. Aujourd'hui, hier, je discutais avec le professeur Chang du nombre d'arrêts maladie en réanimation dans un service qui est vital et parce que les équipes sont épuisées. Et forcément, et là, l'avenir, il n'est pas tout rose dans les prochains mois. On fatigue nos équipes et qu'est-ce qu'on leur met en face ? Donc effectivement, la politique publique, elle se passe bien en haut, mais nous, en tout cas, acteurs de territoire, on doit avoir une politique de santé territoriale très forte pour être acteurs et pour aussi, tous ensemble, faire que là-haut, ça redescende et le monter-descendre, mais qu'on soit plus efficient sur le terrain et qu'on protège nos équipes. Est-ce que vous garantissez que l'efficacité sera au rendez-vous très vite ? L'efficacité, alors expliquez-moi l'efficacité, ce que vous entendez derrière. L'illustration de vos engagements par des décisions. Est-ce que c'est possible ? Parce qu'il y a le temps long et le temps court, et on voit bien que les médecins sont dans le temps court parfois, dans le temps moyen, et le politique dans le temps long, et ce n'est pas un reproche, mais c'est une réalité administrative française. Complètement. La réalité, elle est aujourd'hui, par exemple, sur un mandat, là c'est 6 ans. On se laisse les moyens, en tout cas, là, de la consultation et du diagnostic, parce que l'intérêt, c'est aussi de ne pas faire comme nous avons envie de faire, seul dans notre coin. Encore une fois, la consultation, elle est importante, et donc de prendre ce temps de consultation, c'est important. Et là aussi, ça a été très peu abordé tout à l'heure, mais la prévention est importante, parce que l'accès aux soins, et d'abord, c'est l'accès à la prévention. Et comment on met ça en place ? Donc, c'est se laisser le temps d'envisager tous ces parcours de soins, du début de la prévention, sur le soin, le parcours de soins, et comment on fait ça avec nos professionnels. Oui, on peut peut-être terminer là-dessus, parce que c'est important, la question de la prévention. Michel Amouyal et puis Jean-Marc Gaffard, peut-être sur le sujet. Jean-Marc Gaffard, vous commencez peut-être sur ce sujet qui est majeur. La prévention, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. On a la chance d'avoir des équipes en termes d'idées et d'innovation. Ils sont là pour nous accompagner, des professionnels qui ont beaucoup d'idées, qui savent exactement ce qu'il faut faire. On fait déjà des actions de prévention. Il y a des ateliers d'éducation thérapeutique qu'on met en place. Je pense qu'il faut qu'on le continue, qu'on le renforce. Le parcours de santé, docteur, bien sûr. Je crois que c'est quelque chose dans lequel il faut absolument s'engager. Mais il faut nous donner les moyens de pouvoir le faire. Je pense aussi qu'il faut être aussi dans l'anticipation. Je pense que cette crise que l'on traverse aujourd'hui, il faut qu'elle nous permette d'avoir des autorisations anticipées. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir avoir un service de réanimation, le mettre en place. Je pense que simplement, peut-être qu'il faudra plusieurs structures qui en bénéficient, parce qu'elles seront rodées, elles seront structurées, elles auront le matériel, elles auront les équipes. Voilà, c'est toute cette réflexion qu'il faut qu'on ait. Et bien sûr que l'éducation thérapeutique et la prévention est indispensable. Michel Amouyal. Sur la prévention, en fait, derrière le mot prévention, il y a beaucoup de choses. Il y a la prévention primaire, il y a la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Et nous, médecins généralistes, on rajoute une prévention quaternaire qui veut dire, et c'est celle-là à mon avis qui est aujourd'hui la plus importante, même si elle n'existe pas encore vraiment dans les esprits, c'est celle qui permettrait aux gens de ne pas être malades. Parce qu'on est dans un moment où économiquement on ne va pas pouvoir continuer comme on fait. C'est-à-dire que c'est fini. La médecine à l'acte, la médecine au coup par coup, c'est terminé. On ne peut plus, même s'il y a de l'argent. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de prendre en charge, de ne pas laisser les gens... Par exemple, on a une épidémie de maladies chroniques qui fait que c'est exponentiel et qu'on ne pourra pas répondre. Donc ça veut dire qu'il faut travailler encore plus tôt pour que les gens adoptent finalement des pratiques en santé, et plus de la prévention en termes de maladies, mais en santé, avec finalement, alors j'allais dire des parcours de santé, mais finalement des attitudes dans l'alimentation, dans les activités physiques, avec tout un tas de choses qui ne sont pas finalement du médical au sens propre, mais qui sont des choses qui vont agir sur la santé. Et c'est ça
Vraiment, le truc important aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur permettre aux gens, et notamment aux jeunes, de bien se nourrir, de bien bouger, de ne pas regarder les écrans tout le temps, et ainsi de suite. Parce que c'est ça qui va développer, qui va finalement ne pas empêcher qu'on développe des maladies chroniques. Et les maladies chroniques, si on les laisse se développer comme elles sont en train de se développer, on ne pourra plus les prendre en charge financièrement, économiquement. La santé globale, le principe premier de la prévention, avec tout ce que vous venez de dire, donc sur le bien-être et le bien vieillir, à ne pas oublier le bien vieillir aussi, puisque ça va nous concerner tous très vite. En France, on est assez bon sur l'espérance de vie par rapport au bien vieillir, puisqu'on on est dans la moyenne haute des pays de l'OCDE. Par contre, on n'est pas bon du tout sur les 10 dernières années de la vie. On est même assez mal classé par rapport aux pays scandinaves notamment. Merci beaucoup. Hélène, je vous propose peut-être que nous puissions passer à quelques questions de la salle. Alors, avez-vous des questions sur ce que vous venez d'entendre, ce débat qui a aussi été très très riche? Non, pas pour le moment. Docteur Amouyal, moi j'avais peut-être une question, avoir votre avis sur les CPTS. Alors c'est peut-être un petit peu technique, les communautés professionnelles territoriales de santé. Peut-être pouvez-vous nous dire en 2 mots ce que c'est. Et est-ce que ça peut aider justement à cette coordination, y compris avec les hospitaliers et le médico-social? Quel regard vous portez? Alors c'est fait pour ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est fait pour ça, c'est fait justement pour... Est-ce que vous y croyez? Bien sûr. Parce qu'en même temps, vous dites on a besoin un peu de révolutionner le système. C'est pour ça que je vous ai parlé de Ma Santé 2022 et ça fait partie des projets, enfin des perspectives de Ma Santé 2022. Donc communauté professionnelle territoriale de santé. Dans communauté professionnelle territoriale, il y a tous les professionnels de santé sur un territoire. Donc selon la taille, effectivement, on va inclure le CHU, les cliniques de monsieur et les centres de santé de madame sur le territoire. Et ces gens, et avec une CPTS, à partir du moment où elles vont exister, et bien effectivement, les gens vont être obligés de se parler, obligés de proposer des actions en lien avec un diagnostic territorial, c'est-à-dire la population du territoire, et effectivement proposer des actions par rapport à ce qui existe sur un territoire. Le problème, encore une fois, c'est par rapport, autant, si vous voulez, tous les hôpitaux ont des structures qui leur permettent de répondre aux appels d'offres, qui leur permettent finalement d'organiser, autant en soins primaires, eh bien, c'est pas possible quasiment. Il faut des gens qui passent du temps, et c'est ça qui nous manque. C'est-à-dire comment embaucher finalement des professionnels dont le métier est de répondre et de construire des dossiers pour pouvoir construire des CPTS. Dans l'Hérault, une CPTS actuellement est agréée sur l'UNEL. Une deuxième est en cours sur le cœur de l'Hérault vers le lac du Salagou. Voilà, c'est les seuls. C'est les seuls qui existent. C'est bien. Dans le Gard, il y en a une qui existe dans le nord, dans le Haut-Gard, en fait, à la limite des Cévennes, et c'est tout. Il y en a d'autres qui sont en train de mûrir et qui vont arriver. Effectivement, c'est l'avenir. C'est comme ça qu'il faut voir les choses pour la suite. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question sur l'organisation de l'hôpital, sur un petit peu cette meilleure collaboration? Oui, voilà, ce sera la dernière question de cette édition. Le micro arrive. Bonjour. Moi, j'avais une question du coup par rapport aux usagers de drogue. Je voulais savoir en fait comment peut-il être accompagné pendant cette période de crise sanitaire, puisque c'est des publics qui sont à risque pour tout un tas d'autres raisons et qui souvent craignent d'aller à l'hôpital pour aussi beaucoup d'autres raisons. Voilà, quel a été le travail qui a été mené pour ces publics-là? Merci. Merci pour cette question. Je me permets de répondre parce que dans Bien mon entendu, activité professionnelle, voilà, je travaille au sein d'un CARUD, donc qui est à destination des usagers de drogue. Et il faut saluer, c'est des centres médico-sociaux que, effectivement, comme de nombreux acteurs sociaux, ils ne se sont pas arrêtés aussi de travailler pendant la crise du Covid et ont continué à aller au-devant de ces populations pour finir le matériel de prévention et pour aller au contact direct. Les usagers de drogue, et vous avez raison de le signaler, sont souvent peut-être maltraités par un système de santé. Et donc, comment on fait là aussi pour travailler ensemble, et éducateurs spécialisés ou associatifs de terrain dans les CARUD, pour donner un meilleur accueil aux précaires en général.
puisque la médecine des précaires doit être aussi, à mon sens, réinventée et redimensionnée sur nos territoires. Mais en tout cas, voilà, personne ne s'est arrêté dans le milieu social d'aller à la rencontre des populations pendant la crise du Covid. Merci Élodie Bromando. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Olivier. Avec grand plaisir. On peut vous applaudir. Et donc c'est déjà la fin de Futurapolis Santé 2020. Donc merci d'avoir été dans cette salle. Merci d'avoir été aussi très nombreux derrière vos écrans. Et merci à toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de cet événement, bien sûr. Et puis vous allez retrouver toutes nos vidéos qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas à les faire partager. Et on se donne bien évidemment rendez-vous l'année prochaine. Merci encore à vous tous et à très bientôt.